Merci. Donc, je vous ferai parvenir un Padlet de cette session d'information sur cet appel résidence euh, dans la semaine qui vous permettra d'avoir accès à tous les documents utiles et à toutes les ressources concernant cet appel. Euh, et donc, on pourra aussi les partager avec les groupes de cet après-midi. Donc, ce dispositif Culture Move Europe a deux volets, deux appels. Donc, on a des bourses de mobilité destinées aux artistes professionnels de la culture. Donc, c'est ce qu'on appelle des bourses de mobilité individuelles ou groupées. Donc, nous faisons en fait des sessions d'information, des décryptages tous les mois, car ces dispositifs des bourses à la mobilité individuelle fonctionnent mensuellement. Donc, on a démarré en janvier, on a à la fin du mois un dépôt, janvier, février, mars, avril, jusqu'au 31 mai. Au 31 mai, on s'arrête. Et puis, attendez, je suis vraiment désolée, il y a des gens qui sont en salle d'attente et je ne vais plus laisser rentrer personne parce que je ne vais pas pouvoir me concentrer. Euh, En fait, tant pis. Je n'arrive pas à les faire rentrer. C'est fini. Désolée pour les personnes qui m'écoutent depuis le début. Donc, nous avons donc ces bourses à la mobilité. Ils sont destinés uniquement aux personnes physiques, c'est-à-dire à tout artiste professionnel de la culture souhaitant, ou qui a un projet de mobilité, souhaitant partir dans un pays, ayant un projet de mobilité. Et on a le deuxième volet, donc on va travailler aujourd'hui, euh, intitulé Résidence. Et dans ces volets destinés aux personnes morales, donc je dis bien personnes morales, ça peut être ONG, entrepreneurs, sociétés, associations, ayant une personnalité morale et juridique. Ça, c'est la différence. Donc, on a des bourses à la mobilité qui sont destinées vraiment à la mobilité physique des professionnels et des artistes. Dans l'espace du programme Europe Créatif, on va y revenir. Et on a cet appel des bourses qui sont données aux organismes d'accueil, aux hosts, pour accueillir des artistes en mobilité. Donc, c'est ça la différence entre les deux, mais on va y revenir longuement. Alors, ces dispositifs couvrent 40 pays. Donc, on a les États membres de l'Union européenne, tous, plus les pays de l'espace économique, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, et tous les autres pays additionnellement qui ont signé des accords pour participer au programme Europe créative. Albanie, Bosnie, Kosovo, Monténégro, Macédoine, Serbie, Moldavie, Ukraine, Arménie, Géorgie et Tunisie. Donc ça, c'est l'espace éligible d'Europe créative. Donc, ça veut dire que euh, vous pouvez partir en résidence en Géorgie, ou bien vous pouvez mettre en place une résidence en France pour accueillir des artistes issus de cette liste. On a des pays qui sont en train de signer des accords avec ces programmes Europe créatif, Turquie, Palestine, Israël, Jordanie, Azerbaïdjan. Ils sont pas encore, ces derniers pays n'ont pas encore signé, donc ils ne sont pas encore éligibles à ces dispositifs des Culture Move Europe. Alors, dans cette liste, il faut rajouter tous les territoires ultramarins qui ont un intérêt particulier. Donc, pour la France, évidemment, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, et puis aussi la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. Et puis, on a aussi des territoires ultramarins au Portugal, Espagne, Finlande et Pays-Bas. Donc la liste, si vous la souhaitez, enfin, je vais vous la faire communiquer. Donc c'est tous les territoires ultramarins européens.
dont la France fait partie. Cette éligibilité géographique pour ces dispositifs. À qui s'adressent ces dispositifs de résidence, y compris c'est l'ensemble, pour les deux, la mobilité individuelle ou la mobilité ou les résidences. Il est destiné au secteur de l'architecture, du patrimoine culturel, du design, de la mode, de la littérature, de la musique, des arts du spectacle, des arts visuels, dont des pays concernés par un ordre créatif. Donc, les secteurs de l'audiovisuel, cinéma, sont exclus. Il faut savoir qu'il s'adresse uniquement, ces dispositifs, aux personnes morales. Donc là, on est vraiment sur des structures. Ça peut être une personne, une structure qui a un statut juridique ou un particulier qui a un statut d'entrepreneur, mais légalement, officiellement reconnu. Euh, donc, comme je vous l'avais dit, on a deux types de mobilité de ces dispositifs. La mobilité individuelle, donc on va donner 6 000 bourses dans les 3 prochaines années et 1 000 bourses de résidence. Donc, nous rentrons dans les troisième appels résidence. Donc, on a eu, le dernier appel, on a eu 114 résidences qui ont été sélectionnées et 6 projets français qui ont été sélectionnés. Ça aussi, je vais vous les mettre dans les Padlet à la fin de cette session pour que vous puissiez avoir accès à cette liste des résidences qui ont été soutenues. Le premier appel, par exemple, nous avons eu 2 projets français qui ont été retenus. Donc, Atlas, c'est le Centre international des traductions à Arles qui a été soutenu dans le cadre de ces dispositifs résidences pour accueillir des traducteurs des œuvres littéraires en résidence. Alors, il faut savoir aussi que les projets de résidence doivent durer au minimum 22 jours ou 180 jours. Que vous ne pouvez pas mettre en place une résidence des moins de 22 jours, ni de plus de 180 jours. Donc, on a 3 types de résidences, des courts termes, qui va des 22 jours à 60 jours. La moyenne, qui va de 61 jours à 120 jours. Et la grande échelle, ou la grande échelle élargie, c'est des 21 jours à 180 jours. Les résidences peuvent accueillir entre un artiste, un professionnel et 5 artistes ou professionnels. Donc, vous faites les choix, 1 à 5. Vous ne pouvez pas dépasser les 5. Tous les artistes professionnels doivent tous participer en même temps à la même résidence et pour la même durée. Donc, si vous invitez 3 artistes, ils doivent suivre tous les mêmes programmes dans les mêmes endroits. Donc, il faut que 70% du programme se passe dans les lieux de résidence. Les projets de résidence, si ils doivent être interrompus, ça signifie que le projet de résidence doit être interrompu pour tout le monde. Ça veut dire que vous ne pouvez pas continuer s'il y a 1 ou 2 personnes qui doivent partir pour des raisons de force majeure ou autre. Donc, le projet doit s'arrêter et le refaire avec tout le monde. Bien évidemment qu'il y aura des cas, des exceptions à valider avec les 2 instituts. Donc là, la durée de la résidence, donc il faut respecter la date où ça démarre vraiment la résidence, c'est-à-dire que les temps de déplacement ne fait pas partie des temps de la résidence. Donc, on est vraiment, faut décompter en fait les temps de déplacement pour l'aller et pour le retour du pays où le participant va participer. Donc, si vous mettez en place une résidence en France et vous invitez des artistes qui viennent de différents pays, il faut au moins calculer à quel moment la résidence
réellement va démarrer et décompter les arrivées des différentes personnes à la résidence. Alors, après, je vais prendre les questions. N'hésitez pas à les poster sur les chats. Comme ça, je prendrai les questions et je pourrai répondre après. Alors, euh, alors la résidence, alors, les participants donc, à la résidence doivent avoir des locaux et avoir des dates fixes des démarrages, des débuts et des fins des résidences. Alors, je vous ai présenté en fait les trois niveaux de résidence. Donc, on a une action qui est divisée en trois catégories, donc la petite, la moyenne et la grande échelle. Et on va avoir 70% de budget qui sera consacré pour les résidences courtes. Là, vous voyez qu'on va avoir beaucoup plus de budget pour soutenir les résidences courtes, évidemment. On va avoir environ 22% pour les résidences de moyenne échelle ou des moyens termes et 8% pour les résidences de longue durée qui vont durer entre 120 jours et 180 jours. Donc, l'action de résidence de ces dispositifs de mobilité va donc apporter un soutien financier uniquement aux personnes morales, organisations ou particuliers ayant une personnalité morale et qui sont intéressés à accueillir des artistes et des professionnels pour mettre en place un projet de résidence. Et donc, l'action des résidences doit encourager la collaboration entre artistes, professionnels, animateurs, issus de disciplines différentes, des secteurs différents et développer davantage un écosystème artistique et culturel transsectoriel, transdisciplinaire et innovant. Je sais que c'est des mots un peu, mais bon, on va y revenir sur tous ces mots-là que je viens vous dire, ce que ça veut dire la transsectorialité, la transdisciplinarité et bien évidemment la, l'innovation en fait de ces résidences. Alors, il faut juste tenir en compte que la date de début enfin, de cette résidence doit commencer au plus tôt le 15 août 2024. Pour les personnes qui souhaitent postuler à cet appel, la date de début au plus tôt du projet de résidence doit démarrer le 15 août 2024. Donc, tous les hôtes ou les structures d'accueil peuvent adapter les dates du projet des résidences à condition que la durée soit conservée. Et donc, le projet des résidences doit être finalisé, y compris les rapports finaux de votre résidence au plus tard le 31 mai 2025. Donc, on est entre une période de 15 août 2024 pour démarrer, voilà, au plus tôt, vous pouvez la faire. Et puis, la fin de la résidence doit se clôturer, terminer le 31 mai 2025. Euh, alors, nous avons aussi des objectifs qui doivent être respectés dans le cadre de ces résidences. Donc, on a des objectifs, euh, donc on a l'objectif d'exploration, de création, euh, d'apprentissage et des transformations qui est liée au New Urban Bauhaus. Nous, faut bien prendre en compte que les projets de résidence doivent couvrir minimum deux objectifs qui sont sur ces slides. Donc, l'exploration, on peut avoir des résidences d'exploration ou on va dire, voilà, des recherches, on peut les appeler comme ça, qui permettent de mener des recherches, des expéditions, enquêtes, travailler sur une thématique précise, qui va vous amener aussi à travailler sur une nouvelle création, sur un nouveau concept, sur une nouvelle méthode, ce qu'on appelle des résidences de recherche. Vous allez aussi avoir des résidences de création.
Ça veut dire s'engager dans un processus créatif, collectif, qui vise à une nouvelle œuvre artistique, à une nouvelle conception, à, à une nouvelle création artistique avec émergence aussi des nouvelles méthodes, mais on est sur la création. L'apprentissage, vous avez aussi la possibilité de mettre en place des résidences d'apprentissage pour améliorer les compétences, les aptitudes des participants, des artistes, des professionnels par le biais d'un apprentissage non formel ou d'une collaboration très spécialisée. On va y revenir si vous voulez. Et puis, on a un dernier objectif qui est des résidences de connexion, qui est vraiment développer un réseau professionnel, etc. Pour vraiment pouvoir développer des nouvelles pratiques, des nouveaux publics, etc. Et on a un dernier objectif qui est transformer. Très lié au New European Bauhaus, vous avez entendu parler de cette initiative qui a été lancée par la présidente de la Commission européenne qui s'appelle le NEB, ou le New European Bauhaus, qui est une initiative qui permet la mise en œuvre des Green Deal et enfin, voilà, la transition écologique qui a mis en place l'Union européenne. Et donc, ça contribue, cet objectif, au changement sociétal conformément aux principes des New European Bauhaus. Donc, cette initiative est une initiative qui est interdisciplinaire et qui prend en compte les Green Deal et puis notamment à réfléchir à tous les espaces de vie, aux expériences et il s'invite aussi à imaginer vraiment une nouvelle forme d'habiter la planète en repensant la qualité des vies, l'habitabilité de la planète, des territoires, dans un sens large. Ça permet aussi de repenser l'habitat, ça permet aussi de repenser la santé mentale, ça permet donc on est vraiment sur des logiques un objectif qui est très large, cette question des New European Bauhaus transformés. Les New European Bauhaus a trois principes, on va dire trois valeurs fondamentales, qui est le collectif, le côté durable et l'esthétique. Donc là, on est sur une approche aussi participative, transdisciplinaire et on va dire multi-échelle. Donc, le Neurourban Bauhaus est un outil qui fournit donc la manière comment les gens ils vont pouvoir s'inspirer pour faire émerger euh, des projets, des résidences qui vont permettre de repenser ces espaces de vie, les, comment dire, la relation entre humain, non humain, la nature, repenser aussi la santé mentale, l'inclusion. Donc, c'est très large, en fait, ces niveaux. Les résidences qui sont liées au New European Bauhaus donc, sont vraiment encouragées à explorer et à contribuer à la transformation souhaitée par cette initiative. Et donc, on peut avoir toute une série d'interventions artistiques, explorer de nouvelles formes de pensée autour des patrimoines culturels immatériels, des solutions technologiques, aussi peut-être entre les solutions scientifiques plutôt et artistiques. Voilà, donc c'est assez large. Donc là, ici, il s'agit des, on va dire, des résidences qui ont vraiment une approche des réflexions et qui doit se faire dans les longs termes. Donc ici, on est plus, l'appel ne dit pas ça, mais enfin, ne conditionne pas, mais on est vraiment plutôt sur des résidences de long terme
parce qu'on est vraiment sur des cycles de vie qui vont permettre vraiment vraiment enclencher des processus longs. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que l'objectif des transformations Bauhaus correspond à le niveau élargi, mais si, il faut être vraiment très pertinent et réaliste par rapport à ce que vous faites et les choix de l'échelle que vous allez identifier. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions via les chats. Alors, ensuite, c'est quoi un projet de résidence? Alors, un projet de résidence, on a trois niveaux pour identifier un projet de résidence. Donc, alors, vous allez être évalué. On va avoir deux temps, on va dire deux phases d'évaluation pour les résidences. Et à la fin de la session, je vais vous présenter le calendrier d'évaluation et des résultats. Alors, là, donc on a d'abord un projet de résidence qui doit être pertinent. Donc, par rapport à la pertinence, les évaluateurs ils vont se centrer dans quelle mesure les projets est-il liés aux objectifs que vous avez identifiés. Donc, on a tout à l'heure parlé de ces objectifs de transformation, d'apprendre, des liés, de recherche, etc. Donc, vous avez deux objectifs. Donc, vous devez identifier deux objectifs, uniquement deux, donc, et les prioriser. Donc, si vous dites que vous êtes sur les Bauhaus et sur la recherche. Donc, vous identifiez un objectif principal et les lier. Et à partir de là, vous présentez votre programme de résidence qui doit bien évidemment correspondre et l'argumenter en fonction de ces deux objectifs. Donc, vous allez avoir une note des 6, donc c'est le seuil jusqu'à 20 points. Et ces critères de pertinence permettra à l'évaluateur d'évaluer le projet de résidence dont la manière comment le projet de résidence est lié aux objectifs que vous avez identifiés. Et si la résidence permettra aussi à tous les participants, voilà, aux artistes qui vont participer à la résidence, soit d'explorer, soit d'apprendre, soit de connecter, soit de contribuer au changement, à la transformation liée au New Barbara. Donc vous devez, dans les choix de vos objectifs, avoir la méthodologie, une approche qui permettra d'expliquer à l'évaluateur comment ces objectifs seront atteints. Donc, l'évaluation de la résidence, par exemple, va permettre aussi d'évaluer dans quelle mesure les projets ont, par exemple, une approche multiniveau, ou transdisciplinaire, ou transsectorielle. Alors, je vous donne un exemple. Si vous êtes sur un objectif de recherche ou un objectif de transformation lié au Urban Bauhaus, et vous êtes sur une résidence qui va traiter sur la question des sols, art, sur les questions artistiques liées au sol, enfin, à la protection des sols, SOLS. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien expliquer que vous allez faire des recherches, donc que vous allez faire venir, je ne sais pas, des géologues, des chercheurs sur ces matières et des artistes qui vont travailler ensemble sur ces questions-là. Donc, il faut bien montrer la transdisciplinarité, la transsectorialité, notamment transdisciplines différentes, notamment ça peut être des secteurs différents, et l'approche multiniveau. Et bien expliquer cette approche et la méthodologie que vous mettez en place pour la mise en place vraiment pour atteindre ces objectifs. L'évaluateur aussi, il va mesurer dans quelle mesure il y a une vraie collaboration avec les professionnels et les artistes que vous allez accueillir en résidence. Et il va évaluer aussi la plus-value européenne, vraiment la valeur ajoutée de cette résidence. Qu'est-ce que la résidence va apporter euh, aux artistes et aux professionnels invités à votre résidence.
Après, il faut bien tenir en compte que la durée de votre résidence doit être adaptée aux objectifs des projets. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous faites une résidence courte, enfin, il faut rester vraiment sur des durées courtes. Mais par contre, si vous faites vraiment un projet et vous présentez un projet complexe et que vous allez faire une résidence courte, c'est pas réaliste. Donc, il faut vraiment rester par rapport à votre projet de résidence et bien caler la durée de votre projet. Alors, l'évaluateur aussi va aussi évaluer les activités, les lieux, la capacité, l'expertise des structures d'accueil. Donc, ça veut dire que là, on va voir tout à l'heure euh, que enfin, l'organisme d'accueil va quand même avoir certains critères d'éligibilité. On va voir quels sont techniques, mais notamment, parce que souvent, ce que j'ai vu par les passés, enfin, les appels précédents, les candidats se centrent sur la qualité de l'accueil, des questions techniques qui, bien évidemment, sont importantes, notamment l'hébergement, les transports, mais il y a aussi la qualité des activités, la vision, et notamment les programmes que vous allez mettre en place. Et comment les projets des résidences va aussi bénéficier, enfin, va pouvoir permettre aux professionnels un développement, enfin, artistes professionnels, un développement personnel ou professionnel et un développement aussi pour les structures d'accueil. Donc là, dans ce cadre-là, l'évaluateur va aussi évaluer les plans du projet de résidence et tous les effets durables qu'ils vont découler. Les résultats aussi prévus de votre projet de résidence, comment les organismes d'accueil vont utiliser ces résultats pour pouvoir les transmettre et pouvoir aussi les disséminer ailleurs, au-delà dans les cadres des projets de résidence. Un autre critère d'évaluation dans la pertinence, c'est l'écosystème artistique. Comment le projet de résidence va aussi avoir un effet levier, un impact sur l'écosystème local et européen du projet de résidence. Les projets de résidence aussi doivent permettre aussi d'engager, de vous connecter, d'avoir un impact sur la communauté locale où se trouvent les lieux de résidence et bien évidemment d'analyser quels seront les impacts à court, moyen et long terme de ce projet de résidence pour l'hôte et pour les professionnels qui participent à la résidence. Comment aussi les candidats ou les participants à la résidence vont pouvoir utiliser le matériel de manière générale euh, pour pouvoir travailler dans le cadre de la résidence. Ça va des matériels techniques comme les ressources intellectuelles. Voilà, donc il faut tenir en compte, je vous donne quelques exemples hein, qui permettent d'évaluer la résidence, enfin, la qualité de la résidence d'un projet. Donc, on a trois niveaux. Donc, la pertinence, les résultats et l'impact. Donc, les résultats, c'est tout ce qui va pouvoir sortir, émerger de votre projet de résidence. Ça peut être des résultats matériels et immatériels qui doivent être disséminés, partagés au-delà déjà pour les participants à la résidence, et bien évidemment au-delà, et puis aussi les effets durables. Donc on est sur toute une partie, toute une stratégie que vous devez aussi prouver, enfin montrer quelle est la stratégie de durabilité du projet de résidence, c'est-à-dire ça va de la manière comment vous allez accueillir les artistes ou les professionnels, les matériels que vous allez utiliser, la manière comment vous allez voyager, enfin, les artistes vont voyager, la manière comment vous allez vraiment
avoir un respect aussi autour de l'environnement. Ça peut partir aussi des chartes environnementales sur des actions des économies circulaires. Donc, c'est vraiment très large. Euh, alors, juste avant de venir là sur cette partie, on a sur les critères d'éligibilité des organisations d'accueil, donc je vous ai dit, on a les autres sont tenus à avoir des espaces de travail sûrs et adéquats pour recevoir les artistes en résidence. Deux, il faut avoir un hébergement et pouvoir redistribuer l'allocation des mobilités, donc on va y revenir, et après il faut avoir un monteur qui va être la personne qui va être disponible pour guider, accompagner, conseiller, est un monteur en fait dédié au groupe des professionnels ou d'artistes en résidence. Et puis bien évidemment avoir un programme de résidence. Là, ça c'est vraiment les critères d'éligibilité qui seront évalués pour les structures hautes qui va organiser espace de travail, hébergement, avoir un mentor avec l'expertise et avoir identifié quelqu'un et avoir un projet de résidence avec un programme et ensuite vous allez être évalué par rapport à ça. Alors, concernant l'espace de travail, juste quelques mots avant de rentrer sur ça finance quoi. Euh, il faut bien savoir que vous devez avoir aussi une préparation, une planification euh, pour montrer à l'évaluateur et décrire les espaces physiques dont vous allez accueillir les 5 ou les 2 ou les 3 artistes en résidence et puis bien répondre aussi aux besoins personnels de ces artistes en termes matériels, techniques et aussi en termes artistiques ou des formations concernant la résidence que vous avez, que vous voulez mener. Alors, ça finance quoi, le projet de résidence? Alors, on est sur des approches forfaitaires. Donc, le dispositif Culture Move Europe fonctionne vraiment sur une approche forfaitaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des forfaits, on n'est pas sur des coûts réels. Et les montants maximum de la bourse ne peut pas excéder des 55 000 euros. Donc c'est quand même important, des sommes qui sont importantes. Le hôte doit fournir toutes les informations nécessaires aux participants pour garantir donc le bon fonctionnement et le bon déroulé de la résidence. Donc là, il y a toute ce qu'on appelle une carte d'information qui viendra dans la deuxième partie. Et donc, c'est ce qui est demandé aux autres. Donc, ça finance quoi exactement? Donc, on a une aide à la résidence qui est calculée avec un calculateur enfin, que je vais vous donner aussi automatique en fonction des nombres des jours et en fonction aussi des nombres des participants. Alors, euh, alors ce qui distingue la mobilité individuelle de la résidence, c'est que les hôtes va recevoir donc une allocation, une aide des résidences, c'est-à-dire l'allocation d'hébergement, donc déjà pour les structures d'accueil, et aussi les bourses de mobilité pour les participants qui vont venir à votre résidence. Que vous allez recevoir tout. Enfin, dites, vous ne suivez pas. Quand on est sur les bourses à la mobilité, on fait une demande individuelle. La personne reçoit sa bourse. Là, on n'en parle pas. Si vous êtes sur une mobilité groupée, il y a un chef des groupes qui va recevoir tous les bourses, mais après, il va les redistribuer sur tous les autres artistes. Et chacun doit avoir un RIB, un compte bancaire, et puis vous partez tous ensemble parce que c'est une mobilité groupée, mais c'est individuel. Ici, c'est l'hôte ou les structures d'accueil qui va tout recevoir. D'accord? Et vous allez signer un contrat euh, avec les Goethe Institut sur les montants que vous avez demandés. Donc, ces montants comprennent trois parties. L'indemnité des hôtes, donc ce qui va arriver
les frais d'hébergement. Donc, c'est des coûts d'hébergement 35 euros par jour et par participant. Donc, si vous en avez deux participants, donc vous allez avoir 35 euros par jour et par participant, donc deux fois. Donc, si vous en avez cinq, vous calculez 5. Donc, ça, c'est vraiment pour les frais pour l'organisme d'accueil. Et ensuite, vous avez aussi la subvention des mobilités qui correspond à tout ce qui est l'allocation des voyages des artistes qui vont venir chez vous, que vous allez accueillir. Donc là, ce sont des sommes des 25 euros par jour et par participant. C'est-à-dire que si vous avez 5 artistes en résidence chez vous, bah, vous devez leur donner cette per diem des 25 euros par jour et par participant. Et c'est partout, hein, peu importe le pays. Voilà, s'il y a un artiste enfin, qui vient de n'importe où, c'est le même forfait pour tout le monde. Et après, on a l'indemnité de voyage pour les déplacements. Donc, on a 350 euros, 700 euros, 350 euros pour moins de 50 000 kilomètres. Après, on prend les trains. Et plus de 5001 km, c'est l'avion, ça peut être l'avion. Et vous allez avoir une indemnité pour des 700 euros, plus de 500 000 kilomètres. Donc ça, c'est vraiment les indemnités journalières, donc tout ce qui est hébergement des participants, tels participants, plus les voyages, plus ce que vous allez avoir comme indemnité pour être en accueil, parce que il faut savoir que vous allez avoir des frais, enfin, des charges, vous allez avoir aussi à payer les hôtes, pardon, les monteurs, vous allez avoir aussi différents frais. Pour la mise à disposition de toutes les conditions matérielles, les services que vous devez fournir aux artistes qui viennent chez vous. Et ensuite, il y a une troisième partie, que ce qu'on appelle les compléments et les aides aux personnes en situation de handicap ou les compléments de mobilité verte. Donc, on a les compléments de mobilité verte qui s'élèvent à 350 euros. C'est toujours des montants forfaitaires. Donc, les allers-retours pour encourager les modes des déplacements durables, donc c'est uniquement disponible pour les distances à partir des 600 km aller simple. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un complément vert. Et les voyages aller-retour doivent être effectués en utilisant des transports durables pour avoir ces compléments forfaitaires des 350 euros. Vous allez avoir un complément aussi famille des 100 euros global. Voilà, qui vous permet aussi de pouvoir compenser ces frais supplémentaires. S'il y avait besoin des visas, donc il y a un forfait de 80 euros. Et pour les personnes en situation de handicap, 75 euros par jour pour les personnes en situation de handicap. Alors, voilà, ça c'est un peu est-ce que la bourse de résidence va financer. Donc, c'est tout des forfaits et tout sera calculé, en fait, les montants finaux avec les calculateurs automatiques qui est donné par ces dispositifs Culture Move Europe. Je vais vous le donner aussi dans les Padlet. Vous avez à disposition aussi un guide pour être résident, hôte, qui va vous permettre aussi de mieux comprendre en fait l'ensemble des services, des activités, l'emplacement, les programmes, etc. Je vais vous montrer aussi à disposition. Et puis, voilà, ça c'est ce que vous allez pouvoir toucher comme bourse à la mobilité. Alors, vous mettez toutes les questions, après je vais revenir sur ça. Euh, alors, euh, alors, les paiements, comment on va procéder au paiement? Le paiement de la bourse à la mobilité, de la bourse de résidence, de mobilité de résidence, est versé en deux fois et en euros.
faut le savoir que si vous avez, on a quand même des pays enfin, qui participent à Europe Créative qui sont hors la zone euro. Donc, la bourse, que ce soit pour les résidents, pour les personnes qui vont participer à la résidence, seront toujours en euros. Et tous les frais des transferts, des versements entre les Goethe-Institut et vous, le bénéficiaire, enfin, seront facturés en fait à charge en fait bien évidemment des structures d'accueil. Et on va procéder en 2 fois le paiement, c'est-à-dire euh, dans les 30 jours après la signature de la subvention. Donc, vous allez, si votre projet, enfin, une fois vous allez signer, si votre projet est sélectionné, il a passé la phase 1, la phase 2, et finalement vous allez à un accord définitif, 30 jours après la signature des contrats, vous allez avoir 60% de l'indemnité d'hébergement, c'est-à-dire pour les hôtes, 60% pour tout ce qui est la bourse à la mobilité pour les artistes professionnels qui participent à votre résidence et 60% des aides aux personnes en situation de handicap. Et les deuxièmes versements, ce qu'on appelle, on n'appelle pas le deuxième versement, plutôt les paiements des soldes, ça sera 30 jours après la validation de votre rapport de résidence. Donc, les soldes de chaque point sera versé, donc 40% restant pour l'indemnité pour les hôtes, les 40% des bourses à la mobilité, les 40% d'aide aux personnes en situation de handicap et les 100%, euh, enfin, 100% des recherches demandées. Donc, voilà, ce qui vous manque en fait à la fin de votre projet. Et puis, après, il y a le dossier des candidatures. Voilà. Grosso modo, je vous ai expliqué en fait qu'est-ce que ça finance, qui est éligible, quels sont les pays éligibles, les critères d'éligibilité des structures d'accueil. Et maintenant, on passe à parler un peu des formulaires des candidatures. Donc, alors, le, le candidature va se faire directement en ligne. Donc, les candidats doivent créer un compte sur le portail de Goethe Institut. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vais vous montrer aussi via les Padlet comment on crée un compte. C'est assez simple. Vous devez remplir tous les formulaires de candidature en ligne. Les dossiers est envoyé en ligne, il n'y a rien par la poste, tout est en ligne et vous avez euh, voilà, vous pouvez en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez modifier, sauvegarder, faire plusieurs soumissions et les jours J, vous faites une soumission finale et vous pouvez faire partir votre projet dans le moment indiqué. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait commencer à rédiger votre projet démarre et faire des modifications, enregistrer, reprendre, modifier et ça, je vous rassure que le projet partira ou sera vraiment pris en compte les jours J à l'heure qui a été déterminée à minuit et c'est à ces moments-là, il y a des personnes qui souhaitent vraiment déposer bien avant, mais peut-être quelques jours après, ah, j'ai oublié d'écrire ça, vous pouvez revenir, reprendre le dossier, etc. Donc, une fois la candidature par les jours J, ça, vous ne pouvez pas la modifier et il faut attendre l'évaluation finale et des dépôts. Alors, vous avez des pièces en annexe justificatif obligatoires. Donc, ce n'est pas la peine d'envoyer des choses ou des pièces qui ne sont pas obligatoires, qui ne seront pas prises en compte. Donc, il faut télécharger. Donc, il y a des pièces à télécharger. Donc, il y a la preuve de l'identité juridique de l'organisme d'accueil ou des hôtes. Donc ça, si vous êtes une personne morale, donc, je ne sais pas, si c'est une association, donc il faut télécharger les statuts de l'association ou Srecavis demander au greffe du tribunal des commerces si vous êtes une société, etc. Un portefeuille artistique et créatif ou un rapport promotionnel annuel du candidat et le CV des mentors, c'est-à-dire la personne que vous avez identifiée ayant les capacités, l'expertise pour accompagner les groupes des personnes qui veulent. Alors, à cet stade de la candidature, vous n'avez rien d'autre à faire.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'évaluation se fait en 12 étapes. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment la première étape. Donc, si vous avez une candidature de résidence qui remplit euh, tout ce que je vous ai dit depuis le début, et vous avez ces documents-là, et vous avez vraiment, ce qui va compter, c'est vraiment les contenus des projets de résidence. Vous pouvez passer après à l'étape suivante, qui est l'étape 2. Et ça, ce qu'on appelle, une fois vous passez cette sélection, vous rentrez dans une étape qui s'appelle la validation des cartes d'information. Ça, c'est si vous êtes sélectionné, c'est uniquement les personnes qui sont sélectionnées ou les organismes d'accueil sélectionnés qui vont pouvoir continuer la phase 2. Donc, au plus tard, le 15 octobre, vous allez recevoir déjà euh, une réponse argumentée si vous êtes ou pas sélectionné. Et donc, les candidats sélectionnés avec succès lors de toute cette première partie devront soumettre la carte d'information de la résidence. Elle comprend la confirmation de la durée de la résidence. Là, vous pouvez aussi modifier, hein, les dates de la résidence et tous les détails des participants à votre résidence. Alors, là, une question qui me pose souvent les porteurs de projets, comment on fait pour comment on procède pour l'accueil des artistes ou des professionnels? Il y a deux choix. Soit vous faites un appel ouvert avec un cahier des charges, avec des critères pour sélectionner, en fait, pour sélectionner 5 artistes ou 3 ou 5 à participer à votre résidence. Là, ce que vous devez expliquer, c'est la manière comment vous allez sélectionner ces candidats. Donc, c'est très ouvert, c'est ouvert partout. Là, en ce moment, et je vais vous montrer aussi ça, un exemple. En Croatie, il y a une résidence qui a été soutenue par ce dispositif résidence, ouvert à Zagreb, autour de la céramique. Donc, ils sont ouverts un appel à résidence pour des artistes, des designers, pas que, mais plus large. Et donc, il y a une durée avec un cahier des charges, avec des critères, etc. Ça, c'est une solution. Et la deuxième solution, soit vous identifiez des artistes, parce que vous les connaissez, mais par contre, il faut bien argumenter pourquoi ces artistes, d'où ils viennent, et pourquoi quel est vraiment le background et la motivation de travailler avec eux. Donc, il y a ces deux possibilités. Donc, il faut expliquer, fournir toutes les informations sur le projet de résidence et sur les participants. C'est-à-dire comment vous allez choisir, comment vous allez vraiment travailler avec les artistes ou les professionnels dans le cadre de vos résidences. Ensuite, il y a calculer la bourse des résidences finales pour procéder à la signature de la convention. Et puis après, tout de suite, vous allez procéder au premier versement. Donc, c'est-à-dire que cette carte d'information va confirmer un peu ce que vous avez déjà dit, avec tout un détail, en fait, que vous ne devez pas fournir maintenant, mais vous devez fournir dans la deuxième partie, qui est la carte d'information des résidences à donner au plus tard le 15 octobre 2024. Et puis voilà comment ça se passe, et on va dire la phase de sélection, comment le projet sera évalué. Alors, on a un dépôt de candidature le 15 mai. Donc, après le 15 mai, il n'y a plus rien à faire. Vous ne pouvez pas modifier, vous ne pouvez pas rajouter des choses. C'est terminé. Donc, l'appel a été publié le 15 mars, un dépôt le 15 mai. Ensuite, vous passez à un processus d'évaluation. Vous allez être évalué par un jury de 3 experts, y compris des membres de la Commission européenne, des experts indépendants et des fonctionnaires des Goethe-Institut. Et cette évaluation se passe de mai à juillet. Et évidemment, ils vont se répartir les critères d'évaluation, ils vont après échanger entre eux, ils vont donner une note, critère par critère. Donc, on a vu tout à l'heure la pertinence, la préparation, la mise en œuvre, la durabilité. Donc, vous allez avoir des notes. Et puis, ils vont donner enfin, une note, les personnes qui
ont le seuil, bah, ils vont être dans la liste, mais ils vont s'arrêter en fonction des budgets. Parce que des fois, on a énormément de candidats, mais on a un budget pour cet appel. Donc, si les personnes qui ont un bon score, mais qui sont vraiment, enfin, qui n'ont pas pu être sélectionnées, restent en liste d'attente, attendons que les projets sélectionnés puissent apporter tous les documents qu'il faut, la carte d'information de la résidence, tous les avant signature. Il va y avoir des gens en liste d'attente, des candidats en liste d'attente, et puis bien évidemment, si vous n'êtes pas sélectionné, vous pouvez repostuler. Là, à l'automne, on va ouvrir un autre appel résidence. Et puis, en juillet, le 8 juillet, enfin, les résultats seront donnés, donc enfin, avant le 8 juillet. J'ai mis attention parce que uniquement les personnes qui sont sélectionnées, qui ont une réponse positive, peuvent passer à la phase 2, qui est vraiment la validation la carte d'identité, enfin, de la résidence. Et ils vont commencer à signer le contrat. Et entre les 15 août et les 31 mai, ça démarre et ça se finit le projet. Et après, évidemment, avant le 31 mai, vous devez faire un rapport final pour solder. Vous versez les soldes de votre bourse de mobilité. Donc, on est en deux temps, phase 1, phase 2, mais tout ça se passe entre les 15 mai et les 15 août 2024. Et puis voilà, donc je pense que on va peut-être plutôt prendre des questions. Parce que je pense que j'ai beaucoup parlé et je vais commencer à peut-être à prendre les questions. Donc, je vais vous donner l'enregistrement, vous donner un Padlet. Première question, est-ce que vous pouvez voir le PowerPoint? Oui, je vais vous donner le PowerPoint, plus le replay, plus via un Padlet, toutes les ressources qui vous permettront de bien préparer votre candidature. Alors, pour les personnes qui souhaitent déposer le 15 mai, nous allons organiser une session, un atelier. Ça sera un atelier, pas une session. Euh, donc, des préparations au dépôt de la candidature. Je dis bien atelier parce que ça va être vraiment sur mesure. Donc, pour les personnes intéressées, je conseille de m'envoyer via cette adresse mail les pré-projets des résidences, que je puisse déjà voir. On a déjà une date, donc vous pouvez vous inscrire. Mais si vous êtes nombreux, on va faire en deux temps. On va faire 14h30 un premier groupe, ça va durer 1 heure, et le deuxième groupe, comme ça on pourra vraiment travailler sur mesure votre projet de résidence et vraiment revenir sur votre projet de résidence en petit comité, en collectif, des 8 personnes. Donc, je ne sais pas combien de personnes vont souhaiter postuler. Enfin, peut-être qu'on va faire un sondage tout à l'heure, mais ça nous permettra, et ce n'est pas obligatoire non plus. Et puis, on fera aussi des relectures de votre projet de résidence. Pendant l'atelier, je vais inviter 2 personnes qui ont été sélectionnées qui pourront peut-être vous donner des conseils pratiques. On n'a pas eu, enfin, on a eu depuis le début de cet appel, on a eu 8 projets français, donc je vais inviter 2 personnes la prochaine fois à intervenir et vous donner aussi un peu de ressources des projets de résidence qui ont été déjà soutenus. Ça permettra de vous inspirer un peu. Alors, il y a une question qui est les structures d'accueil. Pour accueillir des 1 à 5 artistes professionnels de la culture, donc par artiste, faut-il comprendre des personnes aux compagnies? Alors, nous accueillons régulièrement des compagnies artistiques, donc les équipes sont constituées de 1 à 4 personnes. Et pour nous, recevoir un artiste signifie que nous recevons les porteurs des projets plus son équipe. Alors, ici, on est vraiment très clair. C'est un artiste entre 1 et 5 artistes, pas plus. Si la compagnie a 20, vous ne pouvez pas recevoir les 20. Vous serez inéligible. Donc, c'est entre 1 et 5. Si vous avez un artiste, c'est éligible. Si vous avez 4, c'est éligible. Si vous avez 6, ce n'est pas éligible. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais vous pouvez enfin, lever la main ou enfin, prendre la parole si j'ai répondu à votre question. Donc, on est vraiment sur 5 maxi minimum
un artiste. À Nice, donc notre résidence commence le 1er novembre et finit le 30 décembre 2024. Sont prévus en novembre 3 artistes en décembre. Leurs dates de départ et d'arrivée sont différentes pendant ces 2 mois. C'est-il euh, alors, le programme ou la résidence réelle doit commencer les mêmes jours pour tout le monde. Mais si vous avez des professionnels et des artistes qui viennent des différentes parties de l'Europe ou de la géographie d'Europe créative, évidemment, que si la résidence est à Marseille et qu'il y a quelqu'un qui vient de Bruxelles, c'est pas la même chose d'avoir quelqu'un qui se trouve au Groenland qui va venir. Donc, enfin, les temps des déplacements n'est pas le même. Il faut calculer vraiment entre les distances de chacun de vos artistes, enfin, des personnes participant à votre résidence, calculer quand tout le monde va pouvoir arriver. Si un artiste arrive le lendemain, bah, c'est pas grave, mais ce qui compte, c'est que la résidence doit démarrer pour tout le monde en même moment et 70% de la résidence doit se faire dans les locaux, dans les structures d'accueil. Donc là, vous pouvez évidemment faire 20% ailleurs, ça, il n'y a pas de problème, mais les gens doivent démarrer et terminer la résidence en même temps. Après que un artiste part 2 jours après, là, la bourse ne comptera pas parce qu'ils vont calculer exactement le nombre de jours de durée de la résidence. Mais si un artiste souhaite durer 2, 3, 5 jours, bah, il peut le faire, hein, ils ne peuvent pas l'empêcher. Mais il faut que tout le monde arrive et parte en même temps. Je ne sais pas si enfin, démarre la résidence en même temps et après l'arrivée et le départ, c'est en fonction des personnes. Mais par contre, le programme de la résidence va démarrer pour tout le monde en même moment. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Et puis, il faut respecter les dates. C'est les 15 août. Vous ne pouvez pas démarrer avant. Et il faut aller jusqu'au... enfin, à partir des... enfin, ça doit, au plus tôt, les 15 août, ça démarre, pas avant. Après, vous pouvez le faire. Donc, il y a une date aussi des fins de la résidence. Donc, il faut calculer si c'est une petite ou une moyenne ou une grande résidence le nombre de jours pour arriver à respecter les dates des débuts et des fins des résidences. Une question qui doit être commune à beaucoup des lieux d'accueil, d'artistes, des compagnies. Faut-il connaître l'artiste à l'issue d'un pays de l'Union avant de candidater à l'appel à projet? Mais non, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez 2 possibilités. Soit, ce qui fait la plupart des résidents, moi enfin, il y a pas des consignes particulières. Ce qu'il faut argumenter, c'est, voilà, en tant qu'hôte ou des structures d'accueil, vous lancez un appel sur une thématique, une résidence, je ne sais pas, vous faites une résidence sur l'éco-conception et puis vous souhaitez faire un appel à des artistes différents, des plasticiens, des designers, c'est tout à fait possible avec un cahier des charges, avec des objectifs, avec des résultats, avec des dates de quand ça démarre l'appel, quand ça termine, et avec un programme qui va avec. Ou bien, vous avez déjà repéré des artistes, j'ai dit n'importe quoi, enfin, des artistes qui sont, je ne sais pas, sur des thématiques particulières qui sont déjà identifiées, pré-identifiées. Vous pouvez le faire aussi, il faut les justifier. Donc ça, il n'y a aucun problème. Des résidences de 15 jours sont donc exclues. Oui, il faut respecter les dates. Et en fait, quand vous allez commencer à remplir votre formulaire, tout est automatique. Si vous faites moins des jours au plus de 180, vous ne pouvez pas remplir le dossier de candidature. C'est automatique. Donc là, malheureusement,
bah, c'est comme ça, et vous ne pouvez pas Bonjour, faire Madame autrement. Guterres. Oui, Excusez-moi, c'est moi qui ai posé cette question. En fait, je pense que je me suis pas inscrite à la bonne session de décryptage parce qu'en fait, je suis artiste individuel. C'est pour ça que je vous posais la question. Et j'ai cru comprendre que pour les demandes de résidence individuelle, on peut demander une durée de 15 jours. Mais du coup, je pense que ici, c'est on est bien ça. vraiment sur les résidences. Voilà. Après, ça n'empêche pas que quelqu'un enfin, va mettre en œuvre une résidence et que vous postulez à cette résidence parce que, bah, ce que je vous ai dit là, à ce moment, il y a une résidence à Zagreb autour de la céramique. Bah, vous postulez, hein, si vous êtes sélectionné, vous allez avoir pareil votre bourse de mobilité, etc. Mais ça ne fonctionne pas de la même façon que pour une bourse de mobilité individuelle. Les bourses de mobilité individuelle, vous avez un partenaire, un projet, une destination. La différence, c'est que le partenaire que vous avez identifié, donc que vous êtes je ne sais pas où vous êtes, je sais pas, à Marseille, ou peu importe, et vous voulez aller à Stockholm. Votre partenaire à Stockholm, il ne va pas recevoir aucune bourse. Vous reçoit parce qu'il est gentil, parce que c'est un partenaire, parce qu'il va, voilà. Mais c'est vous qui allez recevoir la bourse. Et c'est votre partenaire qui doit vous aider à trouver les contacts, à signer un papier comme quoi il va vous accueillir, mais lui, il ne reçoit rien du tout. Soit vous le payez parce que vous allez avoir 75 euros par jour que vous lui donnez une indemnité, ça c'est votre problème, mais enfin, voilà. Mais lui, il ne reçoit rien. Ici, c'est le structure d'accueil qui va recevoir une indemnité pour la charge de la structure, déjà une indemnité haute, plus tous les bourses à la mobilité qui va redistribuer après aux artistes, aux professionnels qui vont venir participer à la résidence. Ok. Voilà. Donc, si vous ne suivez pas, vous pouvez prendre la parole, parce que des fois, c'est pas si simple de faire la différence. Alors, Sabine nous dit, nous devons, Excusez-moi, oui, oui, excusez-moi, pardon Martha. Oui, j'ai posé la question. Bon, d'abord, merci pour la présentation globale. J'ai posé la question juste avant, donc je suis de l'entrepont à Nice. Par rapport, vous savez, donc c'était la question qu'on se posait, nous, c'était par rapport à l'artiste et compagnie issus d'un pays de l'Union européenne et s'il fallait le connaître ou pas avant de candidater, vous voyez. Et, euh, et quand vous avez dit, effectivement, j'ai bien compris ça, qu'il pouvait y avoir, que, comment dire, ça pouvait faire l'objet d'un appel à résidence. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'appel à résidence passe par une plateforme qui permet de toucher les artistes européens ou est-ce qu'il nous revient à nous de manière autonome? Vous voyez, parce que nous, par exemple, si on lance autonome, cet appel-là, ah, ok, parce que autonome, c'est-à-dire que, ok, ok. autonome. Vous faites comme vous voulez. Après, nous, par exemple, on est un relais pour aider à communiquer votre appel. D'accord, oui, Euh, d'accord. Très bien. Après, vous faites comme vous. Ça, c'est une des choses qu'il faut argumenter. Comment vous allez faire pour communiquer l'appel? Donc, moi, par exemple, vous me dites, Martha, je vais monter une résidence sur art et nourriture. Je dis n'importe quoi, hein. Et j'aurais besoin de relayer enfin, cet appel pour des artistes européens. Moi, je contacte tous mes collèges, D'accord. j'envoie voir la plateforme avec tous mes qui vont redistribuer, enfin, qui vont communiquer cet appel. Et puis Mhm. après, via les réseaux sociaux, etc. Donc là, il y a pas de Très bien. souci. Mais c'est Ouais, autonome. newsletter et tout ça, C'est j'imagine. ça. Ok, ça marche. Ok, ok, très C'est bien. En ça. tout cas, ouais, c'est beaucoup plus clair. C'est factuel, hein, mais c'est important ouais, Tout à fait. Et d'avoir ces éléments-là en tête. mais vous êtes autonome, hein. Et donc, soit Ok. vous identifiez vos artistes. Moi, je pense que ce qui est bien, ce qui fonctionne très bien, c'est l'appel. Ouais, ouais, ouais. Voilà, pour que les gens de tous les pays. Après, Ok. je fais la transition avec la question, est-ce qu'un lieu en France peut accueillir des Français? Ben non. Parce Ouais, que voilà. c'est, enfin, voilà, enfin, c'est pas possible. C'est comme si vous voulez aller, je sais pas, quelqu'un qui est en Martinique, qui veut venir en mobilité à Paris, c'est pas possible, c'est les mêmes pays. D'accord? Donc, Ok, par contre, quelqu'un qui est en parfait. Martinique et qui veut aller à Aruba, bah, c'est tout à fait possible parce que c'est un pays, c'est les Pays-Bas et Martinique, c'est la France. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Nous D'accord, devons, merci beaucoup.
De rien. Alors, Sabine, ça c'est déjà fait. Alors, il y aura-t-il une campagne de dépôt de projet après 2024? Si oui, quel agenda? Alors, après 2024, normalement, oui. Donc, on va avoir un appel pour les deux, hein. Donc, à l'automne 2024, on aura les quatrièmes appels résidence et mobilité individuelle jusqu'en 2025. En 2025, ça se termine. Donc, on a 2023, 24, 25 pour soutenir 7000 projets. Et donc, 6000 bourses de mobilité individuelle et 1000 projets. Donc, pour l'instant, on est avec ces trois appels, on doit être à 300 et quelques projets résidences. Donc, il reste encore 2025. Donc, on aura un quatrième appel à l'automne 2024. Là, pour les personnes qui ont raté, on va dire, cet appel ou qui ne sont pas prêts en 2025. Et puis, 31 mai, dernière date pour la mobilité individuelle, bourse individuelle regroupée, et ça démarre à l'automne 2024 à nouveau. Alors, à partir du moment où nous pouvons fournir un espace de travail et des logements, ainsi qu'un programme de résidence avec des artistes, des studios de développement, des jeux vidéo, peut-il prendre cette... Alors, les jeux vidéo, ben non, c'est pas possible les jeux vidéo. Je répète, c'est vraiment les secteurs de l'architecture, de la littérature, du patrimoine, tout ce qui est audiovisuel, média, c'est inéligible. Donc, jeux vidéo, ce n'est pas possible. Après, effectivement, si vous avez tout, mais la thématique, je ne sais pas, c'est les arts visuels, oui, évidemment que ça fonctionne. Mais un studio de développement des jeux vidéo, si c'est pour un espace de travail, mais pour faire une résidence liée à ces secteurs-là, oui. Je ne sais pas si je suis claire, mais enfin, vous ne pouvez pas faire une résidence du secteur de jeux vidéo parce que c'est inéligible. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous pouvez me dire oui ou non. Voilà. Alors, bonjour. En tant que structure haute, je comprends que nous gardons pour nous la subvention relative à l'hébergement, mais que la subvention relative à la mobilité doit être versée aux SARS. Mais oui, c'est-à-dire que là, bah, vous êtes les maîtres en fait de tout la subvention en résidence. Et après, si vous avez une fois vous avez sélectionné les artistes, c'est comme quand vous faites un appel, hein, il faut leur donner les transports, il faut leur donner aussi à faire un contrat avec eux. Tout ça, ce sont des éléments à bien stipuler en fait de la manière comment vous allez travailler avec ces artistes ou ces professionnels que vous allez recevoir en résidence. Donc ça, c'est tout à fait ça. Là, vous allez recevoir déjà une première bourse pour vous en tant que structure haute, parce que vous devez payer un monteur, parce que vous devez payer des charges, parce que vous allez avoir des installations, avoir un service minimum, des espaces de travail, tout ça, ça vous coûte de l'argent. Et après, il y a les bourses pour les artistes que vous allez accueillir. Donc, dans la subvention complément, 150 euros sont alloués pour les territoires ultramarins. Notre résidence est organisée dans un territoire ultramarin. Cette subvention nous est applicable tout à fait. Et même si, par exemple, vous devez prendre l'avion pour aller dans un pays ultramarin et qu'après, vous devez aller dans une île où il faut encore prendre un bateau ou enfin, un type de transport spécifique, là, ça fait partie des compléments. Donc là, il faut savoir que tous les territoires ultramarins sont des zones prioritaires, y compris les territoires ruraux. Donc ça veut dire que si vous faites des résidences, bah, on va dire, c'est des points d'attention. Ça n'empêche pas de faire une résidence à Paris, mais les points d'attention, c'est les territoires ruraux et les territoires ultramarins. Mais après, vous pouvez faire votre résidence dans une ville moyenne. Ben ça, voilà, ça, c'est pas un souci. Euh, Martha, excusez-moi de prendre la parole. En fait, allez-y, les allez-y. territoires ultramarins, c'est ce qui était indiqué sur le PowerPoint.
Nous, on organise la résidence dans un PTOM. Est-ce que ça s'applique aussi? Oui, la résidence, ça peut, si c'est un territoire ultramarin européen, oui. Donc, Et il y a PTOM aussi. aussi, donc je ne sais pas, c'est quoi, c'est la C'est le Groenland. Polynésie, c'est le Groenland, ça appartient à la Finlande, donc oui, tout à fait. Merci beaucoup. Au contraire, c'est des territoires ultramarins prioritaires. Tac, tac, tac. Les champs de description des projets, je comprends pas. Enfin, les champs de la description des projets et les champs des participants n'égarent pas lorsque on sauvegarde. Qu'allez-vous solutionner à ces problèmes? Je comprends pas, Monsieur Gavassa. Je suis désolée si vous voulez prendre la parole, mais je ne comprends pas votre question. Oui, lorsqu'on crée un profil sur le serveur et on commence à remplir les champs, Mhm. euh, après avoir sauvegardé tous ces champs, lorsqu'on revient dans son profil, en fait, ces champs sont vides, comme si on ne les avait pas remplis. Et donc, je voulais savoir quand est-ce que ce souci sera Euh, réglé. alors, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faut avoir un bon ordinateur et puis qu'il soit compatible avec Enfin, il faut vraiment vérifier ces problèmes techniques parce que ça ne vient pas d'un problème technique des Goethe Institut ni autre. Enfin, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu des problèmes, personne. Hein. Je pense que, enfin, vous avez déjà déposé, vous avez déjà des soucis, et je sais que les services techniques des Goethe Institut ont mis des solutions pour voir quel était votre problème. Ils n'ont pas trouvé de problème, en fait. Donc, il faut vraiment vous assurer d'avoir peut-être un matériel qui est compatible et qui permet vraiment enfin, de rentrer sur la plateforme. Mais je pense, enfin, faut qu'on voit parce que je n'ai jamais entendu personne avoir des soucis sur les champs de la plateforme. Mais si vous en avez, s'il y a d'autres personnes qui ont ce type de problème, il faut me le signaler et je ferai le nécessaire pour voir avec les deux instituts. Mais enfin, si ces problèmes persistent, donc je vais voir comment je fais avec les deux instituts. Mais enfin, vous réessayez une nouvelle fois et vous me tenez au courant. Je vous propose ça. Oui, j'ai essayé une deuxième fois et effectivement, ils ont disparu une deuxième fois. Donc vous m'envoyez un courrier, et je transmets au lieu d'institut. Parce que D'accord, merci. voilà, de rien. Est-ce que la résidence peut se faire en plusieurs fois? Non. Il faut la faire enfin, vraiment sur la même période. Il peut être interrompu si il y a des cas de force majeure, etc. Mais voilà, si c'est une très longue résidence de 180 jours, oui, mais si c'est une petite résidence, il faut la faire sur la durée. Mais voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Si c'est une très longue résidence, vous pouvez la couper en deux parties. Mais si c'est une petite résidence, voilà, vous faites vraiment sur une seule durée. Et est-ce qu'il est possible que certains participants viennent d'autres pays? Oui, bah, c'est le principe enfin, des pays éligibles à Europe Créatif. Donc, une autre question, c'est j'ai un artiste tchadien qui je souhaite inviter, les Tchadiens, mais il a une résidence belge, c'est tout à fait possible. Donc, ce qui va compter, c'est la résidence de l'artiste ou des professionnels. Si l'artiste n'a pas la nationalité enfin, des États membres ou des pays éligibles à Europe Créative, il faut uniquement la résidence. Euh, alors, les portails ne fonctionnent pas. Comment ça, elles ne fonctionnent pas? C'est Alicia. Normalement, il fonctionne. Donc, je vais vous envoyer les bons liens enfin, pour vous connecter. Vous pouvez postuler en plusieurs fois, c'est-à-dire que les 15 mai,
c'est la dernière, vraiment dernière deadline. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à remplir votre dossier modifié. Après les 15 mai, il n'y a plus rien à faire. Rien à faire. Même si vous dites qu'il y a eu un problème technique, ça, c'est pas possible parce que eux, ils savent quand il y a un problème technique. Il y a des services qui vont tracer tout, votre connexion, etc. Donc, je vous conseille vraiment de bien déposer la dernière, enfin vraiment avoir tout les 15 mai. Après, ça ne sera pas possible de répondre les dossiers. Vous pouvez faire des lettres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est Attendez, marqué. vous m'entendez? Oui, oui. Non, bonjour. Non, non, en fait, ma question, c'était pas celle-ci. J'ai bien compris la deadline, mais vous aviez dit qu'il y avait un autre appel à l'automne. Est-ce qu'on peut postuler en mai et à l'automne à nouveau pour deux projets différents? Normalement, vous devez avoir les résultats. Si c'est la même structure, non. C'est la même Euh, structure haute, c'est ça? Ben oui, mais en principe, vous pouvez repostuler une fois votre projet est terminé. Ça va? Ok. Et oui, donc le portail, oui, sur lequel je suis allée, j'ai essayé de plusieurs hébergeurs Internet et ça ne marche pas sur cette adresse-là, donc je ne sais pas si c'est la bonne adresse. Bon, je vais vous envoyer tout ça via les Padlet et vous testez et vous me dites. On essaye de faire le maximum pour ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc, la structure d'accueil peut accueillir entre 4 et 5 artistes et professionnels, exact. Faut-il comprendre, personne en compagnie, nous accueillons régulièrement des compagnies artistiques dans les équipes. Donc ça, on avait déjà répondu. Donc ça, oui, effectivement, c'est vraiment des personnes physiques, donc entre un et 5 artistes. Donc si la compagnie a plus, enfin, c'est pas possible. Euh, donc, on peut accueillir une équipe d'artistes composée de 5 personnes maximum. Oui, s'ils viennent d'ailleurs, oui, faut justifier pourquoi vous voulez accueillir ces 5 personnes. Donc, vous n'allez pas faire appel, vous avez déjà identifié une compagnie. Par contre, il faut bien identifier quel type de résidence vous allez mettre en place. Si c'est une résidence de création, oui, tout à fait. Je dois partir, merci. Je dois vous quitter. Bon, je pense que tout le monde commence à partir. Est-il possible de créer une résidence pour 10 artistes? Non, c'est 5. Et puis, je pense qu'on arrive à la fin. Alors, ce que je vous propose, c'est si vous avez encore, alors, si c'était clair, je vais vous envoyer plus tard demain un lien Padlet avec toutes les ressources, les bons liens, les dossiers de candidature, etc. Les personnes intéressées à déposer un dossier peuvent déjà s'inscrire pour notre à l'atelier des préparations et surtout m'envoyer une petite note des projets de résidence que vous souhaitez déposer. Comme ça, je pourrais en fait vous envoyer un retour et puis voir combien de personnes vont déposer, si c'est éligible, et pouvoir travailler avec vous en atelier. Voilà, la prochaine fois. Et puis, pour les personnes qui souhaitent attendre l'automne, bah, je le ferai à l'automne, ou qui souhaitent faire une bourse de mobilité individuelle, on a encore une dernière session en mai. Donc, je vous conseille de vous inscrire à notre séance de décryptage via notre site internet pour les bourses à la mobilité individuelle. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, bah, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à cet Oui, appel. Et je vous souhaite vous m'entendez? une... Oui, Oui, j'avais juste une question parce qu'on m'a dit que le projet avait moins de chances d'aboutir si il était déposé au plus proche de la deadline. Euh, voilà, c'était pour savoir si c'était vrai ou pas. alors oui, pas pour résidence, mais pour les bourses à la mobilité individuelle, comme c'est mensuel,
il faut que votre projet de mobilité soit pas trop rapproché en fait à la réponse, enfin, à la date des résultats. Ça, oui, parce que si, par exemple, vous déposez un projet le 31 mai pour une bourse à la mobilité et que vous souhaitez partir en juin, c'est pas possible. C'est inéligible. Il faut compter 8 semaines entre les dépôts de la bourse à la mobilité enfin, les dépôts et les départs de votre mobilité. Après, pour la mobilité, pour la résidence, là, vous ne pouvez pas démarrer avant le 15 août. Ça, c'est, voilà, au plus tôt. Et après, vous pouvez démarrer après les 15 août. Voilà. Très bien, bah, merci beaucoup. Merci à vous et j'espère vous voir nombreux à l'atelier de préparation. Je reste à votre disposition. Pour les personnes qui ont des problèmes techniques, n'hésitez pas à me recontacter pour voir comment on fait. Je m'engage à faire les liens avec le Goethe Institut parce que je sais que des fois c'est compliqué de les contacter. Donc je m'engage personnellement à faire les liens, enfin pas à résoudre le problème technique, mais à que le Goethe Institut puisse vous répondre. Et puis aussi, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à m'envoyer des mails et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ouais, merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée.